Bonjour à tous, on va attendre encore 2 petites minutes, voir si on a des retardataires qui se connectent, et puis on va démarrer. Bon bah Imen, je te propose qu'on commence. Allons-y. Allez, c'est parti. Bon bah écoutez, bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir en ce début d'année avec Imen pour vous présenter au nom du groupe Fideliance toutes les nouveautés de ce début d'année. Donc ça fait maintenant quelques mois qu'on vous accompagne, que toutes nos équipes vous accompagnent au niveau de vos entreprises, pour ce qui est au niveau des aides par rapport à la période Covid ou également aux sources de financement. Il faut savoir que au niveau de notre profession également, on est très actif puisque la profession porte en ce moment des propositions, 50 propositions auprès du gouvernement. Donc on espère bien que certaines propositions vont aboutir. Pour vous en citer quelques-unes, on espère pouvoir faire ouvrir le bénéfice du Fonds de solidarité aux entreprises qui se sont créés en fin d'année 2020 ou en 2021 et qui ont des emprunts pour, par exemple, une acquisition de fonds de commerce qui aujourd'hui ne bénéficient pas du fonds de solidarité. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de pousser. Également, la possibilité d'avoir recours à l'indemnité de chômage partiel pour les dirigeants. Bon, ça, je pense que ça sera plus compliqué. Ou d'autres sujets comme, par exemple, isoler tout ce qui est prêt garanti par l'État dans les bilans pour pouvoir en fait mettre en avant les entreprises viables et essayer de reporter un petit peu plus sur une durée plus longue les remboursements. Voilà. Donc on espère que toutes ces mesures, enfin quelques-unes de ces mesures aboutiront. En tous les cas, pour ce soir, donc vous savez que tous les ans, on vous réunit pour ceux qui nous connaissent et pour ceux qui nous retrouvent pour la première année, on est ravis de vous accueillir. Donc tous les ans, en début d'année, on présente la loi de finances et l'actualité sociale. Donc cette année, on a volontairement fait un petit peu différent. Aujourd'hui, on va vous présenter toutes les mesures fiscales qui pour nous sont importantes. Donc on ne va pas dérouler toute la loi de finances, mais on va vraiment faire un focus sur les mesures en faveur des particuliers et des entreprises qui nous ont semblé importantes pour vous. On va faire un tout petit focus sur l'actualité du Fonds de solidarité. Je vous rassure, on ne va pas vous redérouler tous les tableaux comme on l'avait fait en fin d'année. Et puis, une partie sur l'actualité au niveau du financement également, sur ce qu'il est possible de faire. Voilà. Et donc, ça, c'est le webinaire d'aujourd'hui. Et mardi, on aura un webinaire sur l'actualité plus sociale au niveau de tout ce qui est activité partielle et gestion du personnel en ces temps un petit peu compliqués pour tous. Voilà, donc je vais laisser la parole tout de suite à Imen pour les mesures fiscales en faveur des particuliers. Imen, je te laisse la parole. Merci Emmanuel et bonsoir à tous. Donc on va commencer avec les mesures en faveur des particuliers. La première mesure concerne donc les pensions alimentaires et les prestations compensatoires. Il y a une très grosse évolution suite à un conseil constitutionnel. Donc pour le rappel, par rapport à ce qui existait auparavant, pour les pensions alimentaires, elles étaient déductibles du revenu global. En ce qui concerne les prestations compensatoires, on avait le droit à une réduction d'impôt à condition qu'elle soit versée dans les 12 mois du jugement. Et pour pouvoir bénéficier de la déduction de la pension alimentaire et de la réduction d'impôt, il fallait une décision du jugement. Suite à une disposition donc inconstitutionnelle, donc à une décision du Conseil constitutionnel, il n'y a plus cette exigence d'une décision de justice, puisqu'elle est contraire au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, et il y aura donc une déduction possible, même s'il n'y a pas de décision de justice, et dans la condition évidemment qu'il y ait bien une imposition séparée des ex-époux. Donc, la loi de finances pour 2021 supprime donc cette condition liée à l'existence d'une décision de justice. Et cette suppression s'applique donc à la déduction des pensions ou des versements de capital sur plus de 12 mois. Et s'applique également à la réduction d'impôt sur les versements de capital sur moins de 12 mois. Donc, ce qu'il faut retenir de ça,
c'est qu'en cas de divorce ou de séparation, eh bien, on pourra cumuler à la fois la déduction du revenu global de la pension alimentaire et on pourra également obtenir une réduction d'impôt liée au versement de la prestation compensatoire si les versements ont lieu dans les 12 mois du jugement. En ce qui concerne les dons, donc petit rappel par rapport à la loi de finances de 2020, seuls des dons versés à des organismes d'aide aux personnes en difficulté étaient portés à 1 000 € contre 546 € auparavant. Ça a été étendu aux organismes sans but lucratif en faveur des victimes de violences domestiques pour les versements qui étaient effectués entre janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Et bien, la loi de finances pour 2021 reconduit le seuil de 1 000 € pour les versements effectués en 2021 pour les dons versés aux organismes d'aide aux personnes en difficulté. Par contre, il n'y aura pas de prorogation pour les organismes en faveur des victimes de violences qui resteront, qui permettront juste une réduction d'impôt au taux de 66% au lieu de 75%. En ce qui concerne le crédit d'impôt transition énergétique, donc il y a eu une grosse évolution. Donc depuis 2019, il était prévu donc, que ce soit supprimé en 2019 pour être remplacé par une prime. Finalement, ça a été reporté sur 2020. Et finalement, la loi de finances pour 2020 a considéré qu'il y avait une suppression et un remplacement du CITE par un mécanisme de prime pour les foyers à revenus modestes. Et on maintenait jusqu'au 31 décembre 2020 le crédit d'impôt transition énergétique pour les foyers à revenus modestes. Depuis, donc par la loi de finances pour 2021, donc tous les devis signés depuis le 1er octobre 2020 ouvrent droit donc à la prime Rénov'. Donc il y a différentes couleurs, la prime bleue, jaune, violet, rose. Donc là, il y a des simulateurs qui existent sur des sites qui ont été mis en place par le gouvernement pour savoir à quelle prime on est éligible. Mais il y a quand même toujours aujourd'hui une des mesures transitoires entre le crédit d'impôt et cette prime. Donc on vous a rappelé ce qui était possible. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a quand même un maintien du CITE pour 2020 pour les dépenses payées en 2021 si le devis est accepté et si des acomptes ont été versés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Attention, on vous rappelle qu'on ne peut pas cumuler le crédit d'impôt transition énergétique, donc le CITE, avec la prime. Donc il faudra bien faire vos simulations pour vérifier qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc, on a également un crédit d'impôt pour les installations de systèmes de recharge pour véhicules électriques, donc pour tous les contribuables, quel que soit leur revenu, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Ça peut être ce système d'installation de recharge pour véhicules électriques peut être installé dans la résidence principale ou la résidence secondaire. Si c'est pour la résidence principale, eh ben, il peut y avoir 2 recharges pour un couple. En revanche, si c'est dans une résidence secondaire, il n'y aura qu'une système de recharge possible. Donc ce qui amène à 3 le montant total, enfin le nombre de recharges possibles pour un couple ayant une résidence principale et une résidence secondaire. Ce sont des dépenses d'acquisition et de pose supportées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 et ça ouvre droit à un crédit d'impôt de 75% des dépenses plafonnées à 300 € et c'est imputé l'année de la dépense. Alors en matière de souscription au capital, de PME, je vous rappelle la petite histoire, c'est que, à l'origine, c'était, un taux de réduction, un taux de réduction d'impôt de 18%. Et la loi de finances pour 2018, déjà à l'époque, puis pour 2019, avait acté que ce taux passerait de 18 à 25%. Sauf qu'au niveau européen, ça n'a pas été validé. Finalement, ça a fini par être validé pour, une partie de 2020 et on attend que ce soit reconduit pour l'année 2021. Donc en quoi ça consiste? C'est des réductions d'impôts quand on participe au capital d'une PME, donc souscription en numéraire. Alors, soit par des contribuables qui ne sont ni associés ni actionnaires, ça c'est le cas le plus simple,
En revanche, si vous êtes déjà associé ou actionnaire d'une société, eh bien, pour cela, il faut que le contribuable investisse dans le cadre d'un plan d'entreprise qui a prévu un investissement que ce soit prévu en termes de plan d'investissement au capital de la PME. Donc, c'est beaucoup plus restrictif et beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Quant aux conditions pour la société bénéficiaire, il faut que l'activité de la société relève de l'activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, qu'elle soit en phase de développement, c'est-à-dire créée depuis moins de 7 ans, ou en phase de démarrage, d'amorçage ou d'expansion. Il ne faut pas que ça concerne des actifs de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités ou de chevaux de course. Et il faut que la forme de la société réponde à des critères très précis. Il ne faut pas que ce soit une société cotée, il faut qu'elle ait son siège dans l'Union européenne, que ce soit une PME au sens du droit communautaire, qui ait au moins 2 salariés et qu'elle soit soumise à l'impôt société. Donc Imen, c'est surtout cette condition de 2 salariés qui souvent nous coince parce que Oui. On crée une entreprise, on investit, mais effectivement, pour avoir droit au crédit d'impôt, il faut s'assurer qu'on ait bien 2 salariés. Voilà. Donc c'est vrai que sa mise en œuvre reste toutefois très limitée. Donc un décret du 7 août 2020 permet donc de bénéficier entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 de crédit d'impôt à hauteur de 25%. Ce devrait être prorogé jusqu'au 31 décembre 2021, mais là on attend toujours la validation de la Commission européenne. Alors quant à la réduction Pinel, elle est maintenue jusqu'en 2024. En revanche, le taux de réduction va diminuer d'ici 2024. Donc on peut voir que par exemple pour une location sur 6 ans, entre 2021 et 2024, elle passe de 12 à 9%. Donc le taux de réduction va se réduire de manière non négligeable. Alors, on vous a aussi parlé dans l'année des dons familiaux en espèces, donc c'est-à-dire la possibilité de faire des donations qui ne seraient pas soumises à droit dans une limite de 100 000 € suite à la crise Covid. Alors, ce dispositif, malheureusement, est très restreint, on va le voir ensemble, mais il en limite l'utilisation. Alors, en quoi ça consiste? Ce sont uniquement des dons en numéraire, donc dons de sommes d'argent en pleine propriété, qui doivent être consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, au profit d'un descendant, donc enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant, et à défaut de descendant, au profit de neveux ou nièces, et affectés dans les 3 mois soit à la souscription au capital d'une petite entreprise européenne, mais là, alors là, c'est extrêmement restrictif parce qu'il faut que le donataire, celui qui reçoit, exerce une activité professionnelle principale ou une fonction de direction dans cette société, et pendant une durée minimum de 3 ans à compter de la souscription. Donc on voit quand même que si c'est pour investir dans le capital d'une PME, ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la possibilité d'affecter ces sommes, toujours dans les 3 mois, à des travaux de rénovation énergétique. Donc il faut que ces travaux de rénovation énergétique soient éligibles à la prime de transition énergétique, réalisée dans la résidence principale du donataire. Ou alors, dernier cas de figure, il faut que cette somme soit affectée à la construction de la résidence principale du donataire. Donc, quand on dit construction, ça veut dire qu'elle ne doit pas servir à l'acquisition de la résidence principale. Il faut vraiment que ce soit dans le cadre de l'acquisition de résidence principale, mais qui est dans le but de construire sa résidence principale. Si on fait une souscription au capital de la PME, là aussi, il y a une restriction, il y a encore un élément, une condition qui vient restreindre le dispositif, puisqu'il faut que cette petite entreprise européenne exerce son activité depuis moins de 5 ans. Donc en fait, ce dispositif de dons familiaux en espèces qui permettrait de faire un don supplémentaire de 5 000 € à un membre de sa famille, un descendant principalement, se résumerait en fait à affecter les fonds plutôt dans de la rénovation énergétique ou à la construction d'une résidence principale. Donc ça en limite vraiment les conditions d'octroi. C'est surtout en fait au bénéfice des petites entreprises et petites structures, hein. C'est pour ça que les entreprises cotées sont par exemple exclues du dispositif. Tout à fait.
Oui. Alors, en plus, cette exonération, bon, elle est limitée à 100 000 €, mais elle est limitée par donateur. C'est-à-dire que si, il y a plusieurs bénéficiaires de cette donation, c'est pas 100 000 fois le nombre de bénéficiaires, c'est 100 000 € au global. Donc, quel que soit le nombre de donations, pas de plafond pour un même donataire et non cumul avec d'autres avantages fiscaux. En revanche, ce plafond de 100 000 € est cumulable avec ce qu'on connaît déjà, les abattements de droit commun, 100 000 € par enfant, et les 31 865 € de dons familiaux en espèces. Donc je rappelle ce don familiaux en espèces de 31 865 € parce qu'il est très peu utilisé et ça vient en plus des 100 000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une donation à votre enfant, par la loi, sans bénéficier du don spécial Covid, là, des 100 000 € par donateur, la loi vous autorise déjà à faire 100 000 € par enfant et en plus un don manuel de 31 865 €. Et le don de 31 165 €, il suffit de remplir un formulaire qui s'appelle, enfin qui est numéroté le 2735, qui a déposé dans les 30 jours de la donation. Donc c'est en matière de démarche, c'est extrêmement simple à faire. Et malheureusement, comme c'est pas connu par les personnes, donc du coup, il n'est pas utilisé. Donc je vous invite fortement à optimiser déjà le don par la mise en place de ce don de 31 165 €, en plus de l'abattement du droit commun. Et si en plus votre enfant souhaite construire sa résidence principale ou faire des travaux de rénovation énergétique éligibles à la prime, eh bien il pourra bénéficier, en plus des 31 165 €, de 100 000 € de donation. Voilà, donc on a fini avec la... Merci Mène, on a fini sur la partie particulier. Donc n'hésitez pas surtout dans le petit chat, hein, là où vous avez la petite bulle en haut sur la barre de tâches, à poser des questions. On vous invitera bien sûr à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas au fil de l'eau à nous interroger. Alors, on va passer aux mesures en faveur des entreprises sur lesquelles on voulait faire un petit focus. Tout d'abord, on va vous parler du carry-back. Alors, le carry-back, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est le report en arrière des déficits. Comment ça fonctionne? J'ai une entreprise qui fait des bénéfices, qui est imposée, et puis une année, ça va un petit peu moins bien. On a un déficit, donc on a deux solutions dans ces cas-là. Soit on le reporte en avant sur les déficits futurs, soit on a la possibilité, et ça c'est quelque chose qui existe depuis un moment, hein, de reporter ce déficit en arrière, de l'imputer sur des bénéfices antérieurs et de se faire rembourser l'impôt qui a été payé l'année d'avant. Donc le carry-back jusqu'à maintenant, normalement, il génère en fait une créance que l'État vous rembourse au bout de 5 ans. Donc imaginons cette année, j'ai un déficit, je l'impute sur mon bénéfice de l'année précédente où j'ai payé de l'impôt. Donc j'ai une créance envers l'État de 10 000 € d'impôt que je souhaite me faire rembourser. Jusqu'à présent, il fallait attendre 5 ans. Et bien maintenant, avec les créances qui ont été acquises depuis 2015, on va pouvoir obtenir le remboursement anticipé de ce carry-back. Alors, juste un petit bémol quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que si l'année précédente, vous avez fait des bénéfices, donc vous avez payé de l'impôt, et que cette année, en 2020, on a un déficit, vous allez vous dire, je vais faire un carry-back, mais attention, ce n'est pas possible si vous avez distribué des dividendes. Voilà, donc, attention à ce point-là. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête qui peut servir. Un autre point, un petit focus sur une nouveauté aussi de la loi de finances, sur le crédit d'impôt rénovation énergétique, qui permet donc aux entreprises, aux PME, de bénéficier d'un crédit d'impôt qui va concerner des travaux sur des bâtiments à usage tertiaire qui doivent être achevés depuis plus de 2 ans. Donc sur ce crédit d'impôt, vous avez toute une liste de dépenses qui sont concernées à la rénovation des bâtiments. Si tu peux tourner, Imen. Oui. Merci. Voilà, donc vous avez la liste des travaux qui sont concernés, les chauffe-eau, les pompes à chaleur, etc. Donc, si vous rentrez dans ces cadres-là, que vous faites faire les travaux par une entreprise, vous avez donc la possibilité d'avoir un crédit d'impôt qui est quand même intéressant puisque c'est 30% du prix de revient hors taxes et dépenses.
Alors, le plafond est de 25 000 € et on vous a mis également qu'il fallait respecter la règle de minimi. Donc ça, c'est les règles de maximum des aides au niveau de la communauté européenne, et le plafond est de 200 000 € pour le cumul des aides. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être quand même intéressant. Après, il faut rentrer dans les cases de raccordement à un réseau de chaleur ou froid. Donc on se doute que ça ne va pas concerner forcément tout le monde. Par contre, un sujet dont on a entendu beaucoup parler quand il y a eu le confinement, c'est le crédit d'impôt abandon de loyer. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été dites sur ce crédit d'impôt abandon de loyer qui avait été annoncé par le gouvernement. Donc tout le monde s'est dit, chouette, on va abandonner nos loyers à nos locataires et on aura ce crédit d'impôt. Le problème, c'est qu'en fait, c'est très restrictif puisque ça ne va concerner que le mois de novembre. Donc si vous détenez un bien professionnel, un immeuble qui est loué à une entreprise qui a fait l'objet d'une interdiction d'accueil, donc on vise essentiellement les restaurants, les hôtels, les traiteurs, etc., et que vous avez abandonné le loyer du mois de novembre, vous aurez donc un crédit d'impôt qui sera de 50%. On va le voir juste après. Oui, tu peux revenir en avant, Imen, pardon. Je fais un peu vite, voilà. Donc ça, c'est les conditions qui sont quand même importantes à respecter. Donc effectif de moins de 5000 salariés, ça, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Il ne faut pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Mais vu qu'on a eu très peu de mises en liquidation judiciaire l'année dernière, je pense que beaucoup d'entreprises sont concernées. Il faut quand même avoir un petit point de vigilance. Donc ça, je pense qu'on a beaucoup de clients qui sont dans ce cas-là. Si vous êtes propriétaire de l'immobilier de votre entreprise d'exploitation. Donc on est dans le cas qui est cité en bas. L'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, descendant ou membre un membre du foyer fiscal du bailleur. Dans ce cas-là, pour bénéficier du crédit d'impôt, il faut que le bailleur justifie de difficultés de trésorerie. En creusant un petit peu les textes, si votre entreprise d'exploitation, vous avez un restaurant qui a fermé, vous avez demandé un fonds de solidarité, vous avez demandé un prêt garanti par l'État, pour nous, ça suffit à justifier que vous avez eu des difficultés de trésorerie. Et donc, si vous êtes propriétaire, par exemple par le biais d'une SCI de l'immobilier, vous rentrerez dans les clous pour bénéficier du crédit d'impôt. Et donc, on a effectivement le montant du crédit d'impôt qui est de 50% du montant des loyers abandonnés avec un plafond de 800 000 €. On est content, mais effectivement, ça reste très limité au mois de novembre. Alors, rien n'empêche effectivement les propriétaires d'abandonner plus que le mois de novembre. Et là, l'administration fiscale a précisé que dans ces cas-là, on n'aurait pas de redressement possible au niveau des revenus fonciers. Donc si vous avez un locataire sur lequel vous souhaitez faire un abandon plus long que le mois de novembre, pas de souci, vous pouvez le faire. Donc vous ne paierez pas bien sûr l'impôt sur le loyer qui n'a pas été perçu, mais le crédit d'impôt sera limité au mois de novembre. Donc ça, on était assez déçus là-dessus parce que cette annonce a été faite très tardivement. Et donc, il y avait déjà des personnes qui avaient abandonné des loyers du mois de décembre. Mais voilà, ça ne rentre pas dans les clous pour le crédit d'impôt. Voilà sur les loyers. Alors après, la CVAE, donc la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, vous avez entendu notre président qui souvent a répété qu'il allait baisser les impôts de production. Donc on est effectivement sur ce type d'imposition puisque la CVAE est basée sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc là, vous avez le nouveau barème. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été divisé par 2. Vous voyez par exemple le taux, la deuxième ligne, où on est entre 500 000 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le taux de la CVAE est à 0,25 à partir de 2021. Il était de 0,5 jusqu'à présent. Donc c'est vrai que ça, pour les entreprises qui ont des valeurs ajoutées significatives, ça peut représenter des économies importantes. On doit avoir ensuite la contribution économique territoriale. Donc pour rappel, la CET, c'est la contribution foncière des entreprises plus la CVAE.
Donc, on peut la plafonner à 3% de la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qui existaient déjà. Il faut le demander, donc ça, c'est pas accordé automatiquement par l'administration fiscale. Et la nouveauté, c'est que le plafonnement va être abaissé à 2% à compter de 2021. Alors, de la même façon, là, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. La CFE, la contribution foncière des entreprises que vous payez tous les ans en fin d'année, qui est basée sur votre foncier, est exonérée l'année de création. Donc, la nouveauté, c'est qu'on aura une possibilité d'être exonéré pendant les 3 premières années, mais ça nécessite une délibération des collectivités territoriales. Donc, il faut faire la demande à votre mairie pour savoir si effectivement cette extension d'exonération a été votée. Et c'est sur demande du contribuable, c'est-à-dire que si ça a été voté mais que vous ne demandez rien, vous allez payer votre CFE normalement. Donc, il faut penser à aller demander son exonération si vous êtes une jeune entreprise. Voilà, et puis après, un petit clin d'œil sur le taux de TVA qui est pour le moment à un taux nul pour tout ce qui est livraison et prestations liées aux tests PCR, antigéniques, etc., etc., qui seront donc réalisés jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, vous voyez que le gouvernement se laisse une marge pour les livraisons et les prestations sur les tests Covid. Voilà. Voilà, donc on a fini sur les mesures aux entreprises et donc Imen va vous refaire un petit focus sur le fonds de solidarité. Oui, alors on va parler du fonds de solidarité, d'autant plus que l'actualité a été assez riche entre janvier et février. Tout d'abord, on a eu donc un décret le 28 janvier 2021 qui a permis au secteur mentionné de l'annexe 2 de bénéficier d'un fonds de solidarité beaucoup plus large, puisque au lieu d'être limité à 10 000 €, il pourra atteindre 20% du chiffre d'affaires de référence de 2019 dans une limite de 200 000 € par mois au niveau du groupe. On n'a plus non plus le critère de taille, contrairement à ce qui avait été annoncé lors du décret du 19 décembre. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le fonds de solidarité est ouvert à toute entreprise dont le secteur est mentionné à l'annexe 2, donc secteur S1 bis. Alors il faudra bien, donc il y aura un formulaire complémentaire qui est en ligne d'ailleurs depuis le mardi, depuis le 9 février. Ce formulaire pourra être complété jusqu'au 31 mars 2021. Il faudra juste faire attention de ne pas oublier de déduire de cette aide complémentaire ce que vous avez déjà perçu sur le formulaire qui a été mis en ligne le 15 janvier au titre de l'aide du mois de décembre, donc qui pouvait aller jusqu'à 10 000 €. Donc attention, ces deux aides ne sont pas cumulables. Alors, il y a eu aussi une annonce qui avait été faite en janvier par le gouvernement, mais pour laquelle nous sommes toujours dans l'attente d'un décret. Ça concerne en fait les centres commerciaux, parce que pour eux, les 200 000 € risquent d'être un peu justes. Donc, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une aide supplémentaire pour qu'il y ait une prise en charge jusqu'à 70% des coûts fixes. Et ça concernerait donc les entreprises qui ont été fermées administrativement ou celles qui sont des secteurs S1 et S1 bis, qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million € par mois. Et cette aide exceptionnelle est plafonnée à 3 millions € sur la période de janvier à juin 2021. Nous avons eu un décret qui date du 8 février, donc de cette semaine, qui nous précise que le dispositif du fonds de solidarité va être prorogé jusqu'au 30 juin 2021. Il fixe également les conditions pour le mois de janvier et on sait aujourd'hui que l'aide du mois de janvier sera calculée de la même manière que l'aide du mois de décembre. Voilà, et on pourra faire la demande donc jusqu'au 31 mars 2021 et l'administration a annoncé sur son site que le formulaire au titre de l'aide de janvier sera mis en ligne fin février. Donc voilà les dernières actualités concernant le fonds de solidarité.
Après, en ce qui concerne les règles de calcul, la mise en place, etc., nos équipes se tiennent à vos dispositions comme elles l'ont fait depuis plusieurs mois et qu'elles continuent de le faire. Donc, elles ont été informées de l'ensemble de ces mesures et sont prêtes à répondre à vos questions si vous avez besoin. Merci Imen. Alors, dernière partie, on va aborder les sources de financement. On a essayé de faire un panorama de tout ce qui était possible aujourd'hui. Donc, on va bien sûr commencer par le prêt garanti par l'État. Aujourd'hui, comme vous le voyez, donc on a 600 000 entreprises qui ont... Si tu peux revenir juste avant, Imen, merci. 600 000 entreprises qui ont souscrit un PGE. Alors, il y a des choses importantes quand même sur le PGE, le prêt garanti par l'État, vous voyez, et certaines entreprises n'ont pas atteint le plafond de 25% du chiffre d'affaires. C'est le cas de beaucoup de nos clients, effectivement, quand on a demandé les premiers prêts garantis par l'État au mois de mars, avril, mai 2020. On savait qu'on pouvait demander jusqu'à 25%, on n'en avait pas forcément besoin, on ne savait pas forcément où on allait, donc ou même les banquiers nous ont limité des fois à 10% du chiffre d'affaires. Il faut savoir que vous pouvez, même si vous avez déjà obtenu un prêt garanti par l'État en milieu d'année 2020, vous pouvez demander un complément pour atteindre 25% du chiffre d'affaires. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voyez que le PGE qui a été débloqué en début d'année n'est pas suffisant. Il ne faut pas s'en priver. C'est vrai que on sait qu'on a certains clients qui ont peur d'y recourir, mais on est là avec vous pour vous accompagner sur ce point-là. Et ça peut être intéressant de souscrire ce complément de PGE pour faire face à l'année 2021 qui risque d'être encore un peu tendue financièrement et qui peut vous permettre de reconstituer votre fonds de roulement pour redémarrer plus sereinement. Donc surtout, n'hésitez pas sur ce point-là. Bon, petit rappel, hein, le PGE est garanti à hauteur de 90% par BPI France. Donc en fait, les banques prennent un risque à hauteur de 10% de l'emprunt qui est octroyé. Alors, les caractéristiques, donc très très vite, hein, donc, je viens de vous le dire, c'est 25% du chiffre d'affaires de 2019 ou du dernier bilan. La date limite, c'est le 30 juin 2021, puisque au départ, on pouvait le souscrire jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, vous voyez que vous avez jusqu'au 30 juin pour aller voir votre banque et souscrire et demander à bénéficier d'un PGE. Au niveau des taux de remboursement, donc elles ont été négociées avec les banques et vous voyez, on a des taux qui évoluent entre 1 et 2,5%. Et la nouveauté, c'est que vous allez pouvoir différer d'un an le début de remboursement de votre prêt. C'est-à-dire que si vous avez eu un emprunt, un prêt garanti par l'État au mois d'avril 2020, théoriquement, vous devriez commencer à le rembourser en avril 2021. Vous avez la possibilité de demander un différé d'un an supplémentaire et donc de commencer à le rembourser en avril 2022. Nous, on est assez favorable à le différer, sauf si vraiment vous êtes dans une situation où vous n'avez pas du tout utilisé votre prêt garanti par l'État. Le coût sera de l'ordre de 1,5 à 2%. Donc ça vaut la peine quand même de réfléchir et éventuellement de différer cet emprunt. Aujourd'hui, vous avez normalement toutes les banques qui ont octroyé des prêts de ce type qui reviennent vers les entreprises pour leur demander ce qu'elles souhaitent. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les solliciter avec nous et qu'on puisse voir quelle est la meilleure option pour vous. Juste un dernier point sur le PGE. Vous avez aussi la possibilité de faire un mix, c'est-à-dire si vous avez eu un PGE de 100 000 euros, de dire à la banque je vais rembourser 50 000 et les 50 000 suivants, je les transforme en prêt. Voilà, alors là, je ne vais pas vous lire tout ça parce que sinon, on ne va pas y arriver et c'est assez complexe, mais c'est pour vous montrer en fait un focus de toutes les aides, tous les plans qui ont été mis en œuvre par l'État pour soutenir les secteurs en difficulté. Vous voyez que vous avez un plan tech, un plan tourisme, un plan automobile, également par type d'entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et bien sûr, nos équipes normalement, vous pousse toutes ces informations-là pour que vous puissiez savoir dans quelle case vous rentrez.
On va faire simplement un petit focus sur le plan tourisme, parce c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce secteur-là. L'important à retenir, c'est qu'en fait, au niveau de la base du plafond du PGE pour le plan tourisme, on va retenir les 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires du dernier exercice clos, plutôt que de prendre 25% de son chiffre d'affaires. On va prendre les 3 meilleurs mois. Donc, on vous donne un petit exemple, hein, une entreprise qui est donc dans le cadre du tourisme, qui réalise 80% de son chiffre d'affaires sur 3 mois, eh bien, peut avoir en base de son PGE 80% de son chiffre d'affaires du dernier exercice clos. Donc voilà, ça, il faut l'avoir en tête. Le PGE peut être bien plus élevé pour ces entreprises-là. Donc ça, effectivement, si on a des refus de crédit, on peut aller à la médiation du crédit. Et puis derrière, on vous a fait un petit focus également sur les prêts bonifiés et les avances remboursables. Le fonds de développement économique et social, je passe, c'est pour les très grandes entreprises, mais vous avez effectivement des prêts bonifiés, des avances remboursables qui sont activés à l'initiative des Codefis. Donc c'est pour les entreprises qui n'ont pas pu avoir recours au PGE. Et les prêts participatifs sont, eux, destinés aux petites entreprises de moins de 50 salariés, et on est également, qui passe aussi également par le Codefis. Oui. Voilà, donc Imen, je crois que derrière, tu t'expliques un petit peu ces deux sujets. Voilà. On va vous présenter rapidement les deux dispositifs. Donc, pour les entreprises de 1 à 250 salariés. Donc, pour les petites entreprises de moins de 50 salariés, on va évoquer les prêts participatifs. Et pour les entreprises de 50 à 250, on va parler de prêts bonifiés ou d'avances remboursables. Alors, en quoi consistent les prêts participatifs pour les petites entreprises? Eh bien, ce sont des prêts exceptionnels qui permettent de renforcer la trésorerie de l'entreprise et qui sont disponibles jusqu'au 30 juin 2021. Donc, comme vous l'a dit Emmanuel, si vous avez des difficultés à obtenir un PGE, ça peut être une solution de recourir via les Codefis à ce type de financement. Donc d'ailleurs, comment solliciter un prêt participatif? Eh bien, vous avez une liste de l'ensemble des Codefis par département. Alors, on n'a pas mis le lien là, mais si vous revenez vers nous, vers votre collaborateur en charge de votre dossier, il vous communiquera le Codefi de votre région et vous pourrez donc rentrer en contact avec eux pour mettre en place tout cela. Voilà, donc il y a une plateforme numérique sécurisée qui vous permettra de vous orienter vers le Codefi et déposer facilement votre demande de prêt. Et en général, vous recevez une réponse sous 15 jours, donc c'est assez rapide. On vous a remis également les montants par rapport au nombre de salariés. Donc une entreprise jusqu'à 10 salariés peut demander un prêt jusqu'à 20 000 €. Entre 11 et 49 salariés, elle pourra demander jusqu'à 50 000 €. Et de manière dérogatoire, pour les entreprises de plus grande taille, on pourra aussi demander 100 000 €. Donc les caractéristiques du prêt, c'est que il y a un taux, c'est un coût de 3,5% par an et c'est amorti sur une durée maximale de 7 ans. Et la première année, donc c'est un différé, il n'y a que les remboursements des intérêts. Pour les entreprises de plus grande taille, donc au-delà de 50, on passe sur des avances remboursables et des prêts bonifiés. C'est la même chose que des prêts participatifs, c'est-à-dire que c'est jusqu'au 30 juin 2021. Ça permet de renforcer les fonds propres. Sont éligibles donc les entreprises qui n'ont pas pu obtenir un prêt garanti par l'État et qui ont échoué qui n'ont pas eu suite à un recours de la médiation du crédit, qui n'ont pas pu aboutir à une solution favorable. Et c'est également ouvert dans certains cas donc à des entreprises qui sont redevenues en in boni par adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Donc il faut vraiment s'intéresser à ce type de dispositif si vous êtes en difficulté et que vous n'avez pas obtenu de PGE. En matière de montant, donc pour les entreprises qui sont créées depuis 2019, le montant sera égal à la masse salariale des 2 premières années d'activité. Sinon, pour les autres, celles qui sont créées avant le 1er janvier 2019, le montant sera égal à 25% du chiffre d'affaires 2019, comme pour le PGE. Les avances remboursables,
Jusqu'à 800 000 € de demande, c'est au taux de au moins de 1%. Et pour les prêts bonifiés, ça va de 1,5 à 2,25%. Il n'y a aucune garantie et c'est toujours la BPI France qui est en charge de la gestion opérationnelle de ces aides. Donc, Ensuite, on est bien d'accord, hein, ces 2 aides dont tu viens de parler, ces 2 financements, ça concerne les entreprises qui n'ont pas pu oui, obtenir de PGE, hein. tout à fait. Et donc là, on va passer aux aides régionales avec BPI. Donc celles-ci peuvent venir en complément d'un PGE. Tout à fait, D'accord. Je te laisse continuer. oui. Alors, en complément du PGE, vous pouvez solliciter également un prêt rebond. Les prêts rebonds, ce sont des financements au niveau des régions. Donc, chaque région débloque des fonds pour pouvoir permettre à ces entreprises d'avoir des financements complémentaires par rapport au PGE qui est octroyé par la banque du client et garanti par l'État. Alors, donc le prêt rebond, c'est toujours en cofinancement avec la banque du client. Donc il faut quand même s'assurer du dossier auprès de sa banque avant de solliciter le prêt rebond de la BPI. Donc il s'agit d'un prêt sans garantie de 10 à 300 000 €. Il peut être demandé lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés conjoncturelles ou une fragilité temporaire. Ce sont les PME qui ont au moins 12 mois d'activité. Tous les secteurs d'activité sont éligibles, sauf certaines qui en sont exclues, telles que les SCI par exemple, ou les entreprises purement financières. Donc c'est un taux fixe préférentiel qui est déterminé par région. Donc parfois, dans certaines régions, le taux est à 0. Et le prêt rebond est sur 7 ans avec un différé d'amortissement en capital de 2 ans. Donc ça peut financer à la fois des investissements, un besoin en fonds de roulement, des investissements immatériels, etc. Donc c'est assez large en termes de besoins de financement. Et ça fonctionne assez bien, hein. On a beaucoup de clients qui ont sollicité ce prêt rebond en plus d'un PGE. Et c'est octroyé, voilà, à partir du moment où on a un plan de financement qui tient la route et qui montre que notre entreprise est viable, on arrive à obtenir des sommes significatives. Oui. Alors on a en plus une procédure qui est très simplifiée pour compléter ce que vient de dire Emmanuel, c'est qu'on a le prêt rebond flash qui, grâce à notre intervention en tant qu'expert comptable, par notre qualité de tiers de confiance, on a une plateforme qui permet de déposer les demandes et avec quelques éléments, on arrive à obtenir très rapidement des réponses à des demandes de prêt lorsque le prêt se situe entre 10 et 50 000 €. Donc pour des petites sommes, on a en plus une procédure qui est simplifiée et qui marche parfaitement bien puisqu'on l'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de mettre, hein. Les experts comptables sont invités donc à compléter les dossiers de leur entreprise cliente sur une plateforme développée par la BPI France, par région. Et la vérification donc que l'expert comptable est bien en exercice s'effectue par des échanges de web services entre l'ordre et la plateforme. Donc c'est extrêmement facile de fonctionnement et très réactif. Donc là, on vous a mis juste à titre d'information pour la culture générale, l'ensemble des régions qui ont mis en place le prêt rebond. Donc on voit qu'il y a encore des fonds. Alors en tout cas au 25 novembre, et ça l'est encore aujourd'hui, il y a encore des fonds qui sont disponibles. Maintenant, il y a certains clients qui peuvent nous dire: «Oui, mais comme le prêt rebond, le taux peut être inférieur, le taux d'intérêt est inférieur que le PGE, moi je préfère m'orienter vers un PGE». Non, on ne peut pas faire ça. Déjà parce que les montants des régions est limité. Donc si tout le monde fait ça, on va épuiser les prêts rebonds et le prêt rebond vient en complément d'un PGE. Je te confirme, Imen, j'ai un client qui a essayé, il avait eu son accord pour un PGE. Il a sollicité le prêt rebond et en fait la BPI n'a accepté de décaisser le prêt rebond qu'à partir du moment où le PGE avait été, lui, décaissé en amont. Voilà, Donc sinon la BPI bloque, hein. voilà. Donc sur le papier, le prêt rebond, c'est mieux que le PGE, mais dans la réalité, il faut le PGE pour avoir du prêt rebond. Ce qu'il faut retenir de cet échange. Voilà, et puis pour finir, on vous a fait un petit focus très rapide sur 2 dispositifs. L'affacturage qui est
une session en fait, une avance sur votre facturation. Hein. Certains d'entre vous y ont peut-être déjà recours. Hein. C'est le fait de se faire financer ces factures en attendant que votre client vous paye. Donc on le rencontre souvent dans les entreprises qui travaillent avec l'État, qui ont des délais de règlement assez longs. Donc là, on a eu une petite facilité, une nouveauté qui vous permet de financer vos ventes dès la prise de commande, sans attendre la livraison et l'émission des factures. Voilà, donc en moyenne, ils estiment que c'est un gain de 45 jours sur le dispositif habituel. Et vous avez une garantie de l'État à hauteur de 70 à 90%. Donc voilà, c'est des choses qui existent, qui sont un peu confidentielles, mais qui peuvent éventuellement vous aider selon votre activité, donc à avoir en tête. Et puis, on vous a fait également un petit focus, mais très rapide, sur le crowdfunding, qui permet effectivement de recourir à des financements participatifs sous forme de prêts rémunérés, avec avec une facturation qui peut être de 3 à 5% des frais de dossier, et qui vous permet effectivement de façon assez simple sur des plateformes dédiées. Donc là, de la même façon, on pourra vous donner les liens si ça vous intéresse, d'aller récupérer des fonds sur ces plateformes en ligne. Voilà, donc on est également dans le cadre d'entreprises qui n'ont pas obtenu leur PGE. Voilà, donc écoutez, on a fait le tour des mesures importantes à nos yeux qu'on voulait partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Vous voyez, on avait prévu une petite heure, donc n'hésitez pas. Pas de questions. Bon, écoutez, on espère en tous les cas avoir répondu à vos attentes. Surtout, n'hésitez pas à interroger nos équipes, les collaborateurs qui s'occupent de vos dossiers, et à revenir vers nous. Le support vous sera adressé par Armelle, hein, qui se chargera. Armelle, vous savez, c'est celle qui vous envoie des petits mails très régulièrement pour vous inviter à nos webinaires. Donc merci d'être là. On vous enverra donc tout ça rapidement. Et puis mardi prochain, donc on fera un focus plus social, où on fera un tour d'horizon de l'activité partielle, notamment avec les possibilités de mise en place de l'activité partielle longue durée. Donc c'est des choses qui peuvent être quand même intéressantes pour vous si vous avez du personnel. Et puis un focus également sur la gestion du personnel en ces temps compliqués, avec un focus également qui sera fait sur les aides. Voilà, donc écoutez, on vous souhaite une très très bonne soirée avec Imen. Merci, bonne soirée à tous. Merci à tous, et puis à mardi pour ceux qui nous rejoindront. À très bientôt.